Ok, bonjour à tous. Rebonjour pour ceux qui étaient déjà là. Swazik, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux me confirmer que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. D'accord. Peut-être Bonjour qu'il tout le faut. monde. Bienvenue, bienvenue Swazik. Je pense juste à une chose technique. Peut-être que tu peux te déconnecter, te reconnecter pour la vidéo Swazik. Parce que D'accord. d'ici, je peux pas faire grand-chose. Et je vais commencer à partager mon écran alors. Ok, bienvenue à tous. Alors, il est 11 heures. Nous démarrons ce troisième webinaire de Perf&Go autour du talent. Autour du talent, et nous avons intitulé ce webinaire du jeudi 24 juin, le talent, libérer le potentiel de chacun pour une transformation du collectif et de l'organisation. Grand sujet, sujet passionnant, sujet qui nous passionne à Perf&Go et Smart Metrics. Et donc, eh bien, on avait très envie de vous partager notre regard sur ce sujet qui est omniprésent, ce sujet qui est discuté de manière continue et de plus en plus stratégique dans les entreprises, dans les organisations et dans les fonctions ressources humaines notamment. Alors, comment ça va se passer en quelques mots? On va, avec Swazik, qui a la gentillesse d'être là, vous donner quelques éléments sur notre compréhension de l'expression, de la détection de l'expression du talent dans l'organisation, de la capacité à chacun à détecter on va dire, sa zone de prédilection, son domaine de prédilection, et du coup, en miroir, comment est-ce qu'on peut soi-même aider quelqu'un à le détecter et à le développer, ce domaine de prédilection, ce domaine d'excellence. Et puis ensuite, on va faire un focus sur les soft skills, qui sont un des éléments du talent. Vous allez voir parmi lesquels. Et comme c'est une spécialité de Perf&Go, nous allons vous présenter des soft skills qui nous semblent ultra stratégiques ou en tout cas ultra nécessaires dans le monde d'aujourd'hui, de l'organisation, dans notre environnement en Afrique de l'Ouest et plus largement, pour justement porter cette idée d'identification et de développement de son talent et de celui des autres. Voilà en quelques mots ce que nous allons faire. Évidemment, nous souhaitons que vous participiez. Donc, on va vous donner des temps de questions. Alors, vous pouvez vous poser vos questions au fil de l'eau, au fil du webinaire. Mais véritablement, on a besoin que vous nous disiez ce que vous en pensez. On a besoin que vous nous présentiez vos enjeux plus spécifiques. Et on sera ultra heureux avec Swazik d'y répondre dans le dernier quart d'heure de ce webinaire. Voilà pour la présentation rapide. Est-ce que Swazik, tu m'entends toujours et est-ce que tu veux dire un petit mot de bienvenue? Bonjour à tous. C'est génial de vous retrouver aujourd'hui autour d'un sujet qui me touche très très fort, que j'adore en fait. On parle du talent, on parle de l'expression du potentiel, donc j'ai hâte que l'on continue et que l'on échange surtout et des partages d'expériences. Partage expérience. Ce serait top. Merci, parfait, parfait Swazik. Je me présente rapidement, je suis Emmanuel Henao, je suis le directeur associé de Perf&Go et de Smart Metrics. Smart Metrics est une société de conseil en management et de coaching stratégique. Perf&Go est une marque de Smart Metrics qui porte tous les sujets RH, conseil RH, solutions, assessment et le learning RH également. Swazik est mon associé et elle prend encore une fois le temps de nous accompagner. Swazik est executive coach, coach de dirigeant. Elle a une grande expérience dans ce domaine d'activité et donc elle a accompagné et elle a permis à de nombreux dirigeants, de nombreux managers de libérer justement leur potentiel, de reconnaître leur talent et le talent de leurs collaborateurs. Et donc, elle va porter un regard d'expérience sur ce sujet. Première information que l'on voulait partager, que l'on souhaite partager avec vous, c'est une étude de l'Institut Gallup, Gallup que vous connaissez sûrement, qui est une multinationale extraordinaire autour justement de la collecte de données et de l'analyse de la donnée dans plein de domaines différents. Et ils ont tout un tas d'outils d'analyse et de mesure
de mesures de compétences et de mesures de processus dans les organisations. Alors, cette étude, elle a révélé que les personnes qui utilisent leurs forces et talents au quotidien ont 3 fois plus de chances de juger leur qualité de vie excellente et 6 fois plus de chances de s'engager dans leur travail. Ils sont aussi 8% plus productifs et 15% moins susceptibles de démissionner. Vous voyez, c'est vraiment c'est le bonus, voilà, c'est le bonus total. C'est-à-dire que je reconnais, j'utilise mes forces et mes talents et en fait, je vais bien, je vais mieux. Et en plus, je performe dans mon job et l'organisation est gagnante. En fait, le message que ces premières données donnent, c'est qu'on est à la fois mieux dans sa vie, mieux dans son développement personnel et professionnel. Et évidemment, le principe, c'est ce gagnant-gagnant. Ce principe, c'est que si ça va mieux, j'arrive à mieux me trouver l'endroit où je vais pouvoir me développer. Et donc, l'endroit dans lequel je me développe est aussi bénéficie, si je puis dire, de cela. Voilà une information. Vous avez le lien dessous, on pourra vous le partager. Mais donc, le talent fait du bien. Et donc, c'est bien le sujet, c'est comment faire pour le trouver, le détecter, le développer du point de vue personnel, du point de vue de l'organisation, comment l'intégrer, comment s'assurer que nos collaborateurs le développent et comment au final l'organisation va pouvoir en bénéficier. Alors, premier principe que l'on voulait partager avec vous, c'est le fait que le talent est une notion dynamique et qu'on ne peut pas isoler le talent chez un individu et l'individu porteur de talent dans une équipe ou dans une organisation. Le talent est dynamique et il est le résultat d'une combinaison de facteurs chez l'individu et l'expression du talent et la manière dont il va se déployer au service d'une organisation doit aussi être donc on doit aussi percevoir que ça va être dépendant de l'organisation elle-même, donc du système que l'organisation propose, le cadre que l'organisation a mis en place pour le développement de ses collaborateurs, et plus compliqué, l'environnement tout entier. Et donc l'environnement tout entier, vous voyez que l'engrenage, il est vraiment, il est sur il est complètement interrelié, puisque c'est l'environnement qui va façonner, programmer, conditionner la capacité d'un individu à exprimer son talent, à le reconnaître et à vouloir investir son talent. On verra ça tout à l'heure un peu plus en détail. Et de la même manière, l'environnement va aussi influencer finalement l'organisation, l'entreprise, les dirigeants, ceux qui décident entre guillemets du système. Et donc, il y a une double entrée qui complexifie ce processus de reconnaissance et de développement du talent. Et donc, on ne peut pas simplement isoler une notion de talent chez un individu sans regarder plus largement l'organisation dans laquelle il est et donc qui le programme d'une certaine manière, qui le conditionne, et de la même manière encore plus largement l'environnement dans lequel il a grandi, l'environnement dans lequel il est aujourd'hui et qui aussi d'une certaine manière le conditionne. Et donc c'est bien cette dynamique-là qu'il faut identifier, dont il faut prendre conscience pour ne pas, voilà, tout simplement pour ne pas regarder les choses que par une simple partie de l'enjeu. Alors, deux petites remarques. Le talent, alors attendez, je vais juste bouger. Pardon. Voilà. Le talent se détecte et s'exprime dans un système dynamique, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Et cela veut dire, et c'est là où ça devient un enjeu, quelque chose de pas facile en réalité, c'est qu'accepter de faire émerger les talents dans l'organisation, alors du point de vue du dirigeant, du manager, du RH, de tous ceux en tout cas qui sont connectés à cet enjeu du développement du capital humain pour la performance de l'entreprise, c'est accepter d'une certaine manière une forme d'instabilité créatrice de valeur dans votre système, puisque finalement le talent est extrêmement évolutif et accepter d'accompagner quelqu'un à découvrir là où il est, et on reviendra là-dessus, là où il est on va dire en zone de prédilection, en zone de confort, c'est entre guillemets se risquer
à devoir peut-être le mettre ailleurs, à devoir investir davantage sur lui. Et donc, ça va avoir une influence, évidemment, un impact sur le système tout entier. Et donc, ça aussi, il faut en tenir compte. Swazik, veux-tu dire un mot sur cette partie-là? Non, c'est clair, tu l'as très bien dit, hein, c'est vraiment cette dynamique que l'on doit intégrer en tant que professionnel. Et c'est vraiment pas évident parce que pendant très longtemps, on nous a dit, ben voilà, le talent, c'est un collaborateur, c'est un employé. Donc, on en fait un peu ce qu'on veut. On le met là où on veut. Et la réalité et notre pression, et la pression qu'on subit de l'environnement avec cette exigence pardon, d'agilité, cette exigence d'innovation, de créativité, de connexion aux clients, de connexion à la communauté, ben, elle nous demande au final de faire un peu plus confiance au talent, donc au collaborateur, à l'employé, et que lui aussi nous partage, nous apporte sa perspective, sa vision des choses. Ce qui fait qu'on est sur, tu l'as dit, une instabilité créatrice de valeur. Et cette incertitude, cette instabilité, ben, il faut pouvoir l'absorber, il faut pouvoir la canaliser, il faut pouvoir la comprendre, parce qu'elle est différente d'une organisation à une autre, on n'a pas les mêmes réalités. Et c'est ce qui est fun dans notre job. Exactement. Alors, j'ai cru voir déjà des mains se lever ou des questions. Donc, n'hésitez pas, il y a un question-réponse qui est ouvert. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent et à contextualiser à nous partager en tout cas votre réalité. C'est vraiment ce que l'on souhaite et on prendra le temps de répondre à vos questions et à vos interrogations. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va rentrer justement dans ces trois dimensions et on commence par l'environnement on a isolé quatre éléments, les circonstances favorables, les conditions initiales, la temporalité, le moment propice à l'activation du talent et l'importance de faire des expériences pour l'activation du talent. Donc vous voyez au cœur, on est toujours dans cette évidemment logique-là pour soi-même en tant que professionnel RH ou manager dans son entreprise, pour les autres, pour ceux qui nous entourent et ceux dont on a la mission de faire grandir et de faire travailler dans le sens de la mission commune de l'entreprise. Et donc, autour de cette activation du talent, vous voyez qu'il y a des choses que l'on maîtrise et que l'on ne maîtrise pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut les regarder pour être sûr de ne pas s'essouffler, parce que c'est un processus qui est, je l'ai dit tout à l'heure, évolutif et qui peut être relativement long, mais c'est surtout un processus continu. Donc, regardez l'activation du talent autour de comment l'environnement l'a façonné et continue à l'impacter, c'est super important. Donc, les circonstances favorables, on peut commencer par le cercle de droite. Au fond, c'est tout ce que vous avez traversé et ce que vous traversez encore dans votre vie. Et donc, évidemment, on peut commencer par la situation et le cadre familial qui est un des premiers cadres dans lequel l'enfant, le jeune, l'adolescent, le jeune adulte et l'adulte tout court, hein, on est en relation avec notre famille normalement jusque toute la vie. Et donc, c'est cette reconnaissance, ces encouragements, mais aussi parfois ces découragements que peuvent nous envoyer les signaux, en tout cas, que notre cadre familial peut nous envoyer. Nos parents, en général, sont les premiers à nous orienter, consciemment ou inconsciemment, vers un certain nombre d'activités intellectuelles, culturelles, sportives, de manière générale éducatives. Et donc, à travers cela, de fait, on met en pratique un certain nombre de choses pour lesquelles on éprouve plus ou moins du plaisir, pour lesquelles on réalise des choses et qui sont gratifiantes. On vit aussi des échecs. Et donc, c'est tous ces moments liés à des choix qui ont été faits au départ pour nous et ensuite avec nous qu'on peut analyser. Et lorsque un parent vous encourage et reconnaît un échec ou en tout cas du déplaisir dans quelque chose que vous faites et essaye de de vous accompagner ailleurs, eh bien, vous imaginez bien que ça a un impact fort. Donc, ces circonstances, il faut les considérer comme des circonstances favorables puisqu'il faut les reconnaître comme étant des circonstances qui ont commencé à construire cette idée de reconnaissance de là où vous étiez dans une logique de réalisation performante, de réalisation qui nourrissait
votre bien-être et qui nourrissait votre développement personnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut clairement identifier et ça vous touche tout au long de votre vie. Ensuite, évidemment, au-delà de la famille, il y a tout simplement le monde social, je vais même dire la pression sociale qui aussi nous imprègne d'a priori, ou nous imprègne de tendances, ou nous imprègne même parfois de mouvements, de mode. Et donc, la pression sociale va faire que l'on va tester ou expérimenter certaines choses et pas d'autres. La pression sociale va peut-être nous dire… alors, souvent, il y a la notion de genre, d'homme et de femme. Les hommes doivent faire certaines choses, les femmes doivent faire d'autres choses. Ça, c'est un cas qui est très, très ancré dans nos sociétés et qui peuvent nous faire passer à côté d'expérimentation, d'expérience. Vous avez vu, hein, c'est un des cercles que l'on partage, l'importance de faire des expériences. Et donc, cette pression sociale, ce cadre social, et donc aussi nous impacte fortement. Et donc, vous voyez, on continue à analyser l'activation du talent dans une approche systémique où évidemment que le déclencheur, c'est nous, c'est le soi. Pour autant, on a vraiment des choses autour de nous qui nous amènent à retarder, parfois à passer à côté de certaines activités qui pourraient nous aider à comprendre ce que l'on fait bien, ce que l'on fait vite, ce que l'on aime faire. Donc pareil, c'est une analyse à mener plus en profondeur si vous souhaitez avancer sur ce sujet. Dans les conditions favorables, il y a également l'accessibilité. L'accessibilité, c'est un élément, alors c'est réuni hein, avec ce que j'ai dit avant, mais évidemment, si on veut tester un sport ou une activité culturelle ou de la programmation d'ordinateur ou tout un tas de choses, en réalité, il n'y a pas de limite. On va être évidemment aussi relié au fait de pouvoir accéder à la ressource, de pouvoir accéder à la connaissance. Aujourd'hui, l'Internet et le digital a fait exploser justement toute cette dimension-là. Et donc, c'est très intéressant. Mais évidemment, il faut le considérer comme un facteur, un élément qui influence l'activation du talent de chacun. Ensuite, on parle des conditions initiales. Les conditions initiales, vous voyez, c'est le cercle qui est en bas. Et là, on parle du contexte et des conditions d'apprentissage. Et donc, vous voyez, c'est complémentaire avec les circonstances favorables. Mais là, c'est pareil. Qui n'a pas eu un prof dans les toutes petites classes ou même au collège, au lycée ou même à l'université qui l'a marqué ou qui ne l'a pas marqué d'ailleurs. Mais on parle souvent de ça, on entend souvent les personnes, et nous les premiers, hein, moi le premier, dire j'ai un vrai souvenir d'une classe parce qu'il y avait un professeur. Ce professeur, il m'a encouragé, ce professeur, il m'a donné confiance, ce professeur, il m'a amené dans un autre domaine que sa propre matière parce qu'il sentait que j'étais intéressé par autre chose. Donc vous voyez que là aussi, il ne faut pas minimiser. En fait, le propos ici, c'est vraiment de ne pas minimiser ça. Le talent, il ne se mesure pas ou il ne se reconnaît pas uniquement dans l'enceinte professionnelle et dans la compétence technique et la compétence même comportementale à 35 ans ou à 40 ans dans le cadre d'une mission professionnelle. Il doit se relier, il doit se reconnecter à vraiment beaucoup de choses qui parfois sont un petit peu, par la force des choses, par le mode de vie que l'on mène, que l'on a tendance à taire ou en tout cas à occulter au fil des années. Et donc, c'est ça le message qu'on vous fait passer ici. Ensuite, les deux derniers points, vous voyez, on en a déjà parlé, c'est le moment propice. Ça, c'est vachement intéressant. C'est en général, on s'éveille à son talent, on s'éveille, on reconnaît un talent par rapport au moment. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse écho à une situation personnelle, à un besoin personnel, et on va le déclencher. Et donc ça veut dire, encore une fois, qu'on doit se créer les conditions. C'est comme le dernier cercle sur l'importance de faire des expériences, donc être ouvert aux opportunités, prendre des opportunités, aller sur des terrains a priori que l'on ne maîtrise pas. J'écoutais un entrepreneur en Europe il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui a monté un incubateur, etc. Et ils adorent prendre des gens sur des projets entrepreneuriaux ou des startups qui ne sont pas spécialistes du domaine qu'ils veulent adresser. Voilà, donc ça, c'est ce message véritablement, ne restez pas cantonné à ce qu'on vous a dit que vous deviez faire ou que vous sachiez faire par rapport à vos études, parce que le talent peut se loger ailleurs. Et donc, il y a vraiment cette logique-là
de se créer les moments, d'où la temporalité, les moments propices, et de les détecter. À un moment donné, j'ai besoin de quelque chose, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre, qu'est-ce que je dois activer. Peut-être que c'est quelque chose que a priori je ne sais pas faire, mais peut-être que c'est le moment de découvrir que j'ai envie de le faire et que en me formant évidemment, je vais savoir le faire de manière extraordinaire et meilleure et de bien meilleure manière que d'autres. Voilà, donc c'est vraiment ce message que je vais vous faire passer en définitif, de dire que rien n'est subi, il est possible de se créer ses propres conditions favorables. Vous voyez que c'est compliqué, hein, on est tous évidemment très, très impactés par là où on vient, pour le meilleur et pour le pire parfois. On est dans des environnements où l'environnement, le système influence, conditionne. Pour autant, rien n'est subi, encore une fois. Rien n'est définitif non plus, c'est très important. On a toujours la possibilité de choisir et d'influencer notre environnement, de se créer les moments, comme je vous disais tout à l'heure, pour se dire, ah, attention, voilà une situation que je n'appréhende pas forcément, mais qui m'attire et dans laquelle je vais devoir faire appel à des ressources que j'ai une intuition, mais je n'ai jamais eu l'occasion de les mettre en œuvre. Donc voilà ce message sur la place de l'environnement qui est à la fois ultra présent par définition. Il faut en prendre compte, il faut le considérer, il faut l'analyser, il faut décortiquer les moments, les conditions, les temps, les expériences, et en même temps ne jamais se dire que c'est définitif, dans la mesure où beaucoup d'éléments de cet environnement nous ont été entre guillemets imposés. Voilà en quelques mots ce qu'on pouvait dire sur l'environnement, en tout cas ce qu'on avait envie de vous partager sur l'environnement. Swazik, veux-tu dire un petit mot là-dessus? Je vais répondre à la question de Touré qui dit comment déceler un talent ou qui pourrait avoir un talent. Et c'est exactement en lien avec ce que tu nous partages. C'est qu'au final, personnellement, moi en tant que coach, je considère qu'on a tous du talent. On a tous un talent, on a tous un petit quelque chose dans lequel on peut exceller, on pourrait exceller, on pourrait être meilleur. C'est vrai que pour que ce talent s'exprime, on a besoin de circonstances favorables, on a besoin de circonstances initiales, de conditions initiales, comme un prof ou comme un manager qui nous dit bah, c'est génial, je sais que tu peux faire ci, je sais que tu peux faire ça, je sais que tu peux prendre plus de coffres, plus de dimensions, je sais que tu peux diriger, que tu peux l'idée, que tu peux manager, que tu peux développer. Et ça, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, entre guillemets. Et surtout, ça permet de lever une des choses qui bloque le talent, c'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise ou apprise. Je vois des clients que j'accompagne en coaching de dirigeants ou en coaching d'équipe. Et très souvent, les premières séances, les personnes me disent « Oui, mais en fait, j'ai l'impression que je ne peux pas faire ci ou que je ne peux pas faire ça. » Donc, ce syndrome, ce qu'on appelle d'impuissance acquise, à un moment, justement, lorsqu'on est un professionnel RH, il va falloir soi-même déjà travailler sur le sien, parce que c'est une approche complètement humaine et humaniste, en fait, de la relation à l'autre, de la relation à nos teammates, à nos collègues, et également, justement, déconnecter ce syndrome pour pouvoir accueillir l'autre et pour pouvoir l'observer de façon objective. En tant que professionnel RH, en tant que dirigeant, on a à un moment, je pense, une responsabilité qui est celle de faire en sorte que les talents puissent s'exprimer. Et les talents puissent s'exprimer dans un contexte donné, dans un cadre donné. Certains talents, on n'en a pas besoin et la personne va pouvoir les exprimer ailleurs. Encore faut-il encourager peut-être la personne à les exprimer ailleurs parce que au final, on n'a plus, je pense, cette pression à garder de je ne fais que travailler, c'est métro, boulot, dodo, donc je me couche, je me lève, je vais travailler, je rentre chez moi et j'ai plus grand-chose dans ma vie. Et donc, je pense que si on veut des organisations qui soient plus saines, des organisations où il y a un meilleur climat social, une meilleure qualité de vie au travail, eh bien, se reconcentrer sur ce que c'est que le talent, se reconcentrer sur comment faire en sorte que les gens puissent exprimer le meilleur d'eux, eh bien, c'est un des leviers majeurs, bien sûr, de performance, c'est un levier majeur d'attraction aussi, d'attraction de talent, de fidélisation. C'est un levier majeur de progression dans le temps et donc de durabilité pour l'organisation.
Et c'est super important. Et Katie dit, votre talent peut se créer ailleurs, c'est tellement vrai et tellement bien dit. Exactement. Comment déceler le talent? Ça implique, pour répondre encore un peu mieux à Touré, ça implique en fait d'être super observateur, d'être super connecté. On n'a pas de grille pour déceler tous les talents. Ça n'existe pas. Mais on peut mettre en place un processus en fait d'entretien, un processus de questionnement qui va permettre, bien sûr, d'identifier le talent chez l'autre, à l'autre aussi de dire moi j'ai un talent, parce que c'est souvent ce qui se passe, parce que beaucoup d'employés ou de collaborateurs, ils n'ont pas forcément la parole et ils ne pensent pas à dire, ou on ne leur laisse pas l'occasion de dire je peux faire ci, je peux faire ça, je peux exprimer ce talent. Et donc ça, c'est un des points que je voudrais introduire aujourd'hui. Tu as commencé, Swazik, mais merci d'avoir répondu et les questions sont là et c'est top. Continuez à nous envoyer des questions. On va répondre à toutes les questions et partagez-nous aussi vos expériences de ce point de vue-là. Alors, en termes d'expérience, justement, Swazik, tu as commencé à aborder la next slide, le chapitre suivant, sur justement la perspective de l'organisation. Et donc, dans l'environnement, qu'on a décrit très rapidement et vraiment il y a plein de littérature et plein de sites là-dessus, c'est passionnant. Dans l'environnement, il y a l'organisation, l'entreprise, c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui. Et donc c'est à la fois chacun d'entre nous, qu'on soit dirigeant, qu'on soit manager, qu'on soit junior, collaborateur, etc. Et c'est comment évidemment on rejoint une entreprise en se disant je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir exprimer ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire et je vais être bon. Je vais donc exprimer mon talent d'une certaine manière. Et en même temps, cette entreprise est le bon cadre et le bon environnement pour que je continue à me développer et à progresser et même parfois à me découvrir. Ça, c'est pas toujours dit, justement dans un entretien de recrutement, mais c'est quelque chose qui est naturel chez quelqu'un lorsque vous allez dans une entreprise, si c'est un contrat et c'est un engagement, c'est important, c'est très fort dans la vie de quelqu'un, et c'est de vous dire, ok, je vous fais confiance, vous allez me faire confiance, et dans ce contrat de confiance, il y a cette volonté de grandir à côté de vous pour faire grandir votre entreprise. Donc ça, c'est évidemment des mots, c'est joli. Pour autant, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? On ne va pas généraliser, on va poser des hypothèses. Dans les entreprises, alors là, on est en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, donc encore une fois, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les environnements, par définition, se nourrissent voilà, d'une culture, d'un pays, de pratiques, donc rien n'est identique. Et donc, comment ça se passe justement ici, dans les entreprises, cette détection, cette intégration, ce développement du talent, sachant qu'on est bien d'accord, il n'y a pas un RH aujourd'hui ou un service RH, une fonction RH qui n'intègre pas le mot talent à un moment donné, gestion de talent, détection de talent. C'est bien donc au cœur de toutes ces stratégies. Donc, les questions qu'on peut se poser, Swazik, c'est par rapport à ça, c'est est-ce que l'organisation est apte à détecter et accompagner le talent du collaborateur? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Est-ce que l'organisation est déterminée à créer une culture créatrice de valeur pour le talent? Qu'est-ce que ça suppose? Et on a rajouté, parce qu'on a parlé de talent brand dans notre teaser, dans la présentation de ce webinaire, c'est est-ce qu'une organisation est prête aussi à se construire avec justement le résultat de l'accompagnement de ces talents. Je m'explique, c'est-à-dire que j'ai un individu, une femme, un homme qui vient avec des compétences, qui vient avec une compréhension de sa mission et avec une capacité à la réaliser. Je l'accompagne, elle réalise qu'en fait, elle a un potentiel bien supérieur et qu'elle souhaite développer ce potentiel au cœur de son organisation, de l'entreprise qui l'a recruté. Et donc, elle va agir de manière à ce que son poste, entre guillemets, elle, en tant que salariée de l'entreprise, elle puisse aller sur d'autres périmètres, aller sur d'autres compétences, avoir un impact et une influence différente sur son environnement professionnel. Et donc, est-ce qu'une organisation est prête à vivre ça, sachant que forcément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une forme d'instabilité créatrice de valeur qu'il faut savoir
intégrer et qu'il faut savoir absorber. Voilà, Swazik, qu'est-ce que tu veux en dire de ça? Bah, moi, ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, ce triptyque que tu présentes avec le talent du collaborateur, la culture du talent et le talent brand, en fait, il est essentiel parce que ça demande de redéfinir ce que c'est qu'une organisation et ce que c'est que entreprendre ensemble et travailler ensemble et créer de la valeur ensemble et pourquoi et pour qui on le fait. Effectivement, c'est en lien avec ce que dit Loïs. Il me semble, Loïs dit, effectivement, il n'y a pas de grille, comme vous l'avez dit. Un collaborateur peut être un talent dans un environnement A et ne pas l'être dans un environnement B. Et pour déceler un talent, l'organisation doit pouvoir définir selon ses propres objectifs stratégiques ce qu'elle conçoit comme talent. Effectivement, cette définition du talent, elle est, encore une fois, elle est spécifique à chaque organisation, à chaque système d'entreprise. On a besoin de talent X, on n'a pas besoin de talent Y. Pourquoi? Parce qu'au final, avec on va dire le cycle de vie de l'organisation, la maturité, ben, celle-ci peut absorber ce talent ou ne peut pas l'absorber. Et ça, je pense que c'est super important d'en avoir conscience en tant que professionnel parce que on se retrouve, et je vois mes collègues RH sont souvent en douleur presque, je vais utiliser le terme douleur. Pourquoi? Parce qu'ils essayent très régulièrement au CODIR de dire à leurs collègues membres du CODIR, eh bien là, il y a peut-être des choses à faire, il y a peut-être des talents, une redéfinition des talents à imaginer, de quoi on a besoin, ça demande de la projection, ça demande de savoir aussi qu'est-ce qu'on a dans notre entreprise, ça demande de mettre en place un processus à la fois très ouvert mais très structuré. Et donc, c'est du job, parce qu'au final, le professionnel RH n'est pas tout seul, ne doit pas être tout seul à faire ce travail de creuser, ce travail d'affiner les choses pour construire une organisation et un système qui va accueillir et permettre aux talents de s'exprimer et aux compétences de s'exprimer dans les meilleures conditions. Il doit être accompagné de tous les managers, de tous ceux qui ont une responsabilité que d'accompagner un autre être humain. Et donc, ce travail, moi, je le vois très souvent en CODIR. Dès qu'on arrive sur ces sujets, généralement, ça dure 5 minutes et on dit, on va faire. C'est des choses qui sont régulièrement postponées, qui sont régulièrement reportées dans nos organisations parce que ça demande de se poser, ça demande de réfléchir, ça demande de savoir ce que l'on veut ensemble. Et ça demande aussi d'être conscient de son environnement. Donc, c'est un énorme effort. Et moi, je vois que la plupart, je connais aucune organisation, que ce soit des multinationales ou que ce soit des entreprises locales, parce que nous, à Smart Metrics, on est basé en Afrique et on travaille sur tout le continent africain. Je ne connais aucune organisation parfaite sur ce coup-là. Pourquoi? Parce que on a du mal à absorber le rythme des changements de notre environnement. On a du mal à absorber le rythme des changements de comportement de nos clients, ce qui fait qu'on est toujours un peu décalé et ça capote un peu. Les organisations qui réussissent, même si justement il n'y a pas de système parfait, c'est celles qui ont décidé d'adopter cette culture du talent dont tu parles, c'est celles qui ont décidé de réfléchir à, OK, j'ai un individu, j'ai une équipe, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que cette équipe puisse exprimer, justement, dire, partager des talents, des compétences, des choses un peu différentes. Je vais me concentrer sur, par exemple, plus de créativité, plus d'innovation, résoudre un problème. Je vais m'assurer de ne pas utiliser toujours les mêmes méthodes. Et ça, c'est des choses qu'on intègre dans la culture et que ces organisations intègrent, qui permettent en fait petit à petit aux talents de s'exprimer, donc de mieux les détecter, aux talents de grandir, parce que justement, eh bien, on est dans un environnement open, tout simplement, un environnement ouvert où on se dit, OK, ben, les personnes sont différentes, parce que quand on parle d'un talent, ben, ça implique que chacun d'entre nous, on a des talents différents, on a des capacités différentes, eh bien, on accueille aussi la différence, on accueille aussi la variation et on accepte la complémentarité. Ce qui fait que dans ces organisations où ça marche mieux, elles ont aussi intégré qu'une équipe
idéal, c'était une équipe qui n'était pas constituée de Playmobil, donc de personnes qui se ressemblent toutes, de personnes qui savent faire toutes les mêmes choses. C'est plutôt des personnes justement où l'une est très bonne en marketing, l'autre est meilleure en communication, un tel est meilleur sur, par exemple, l'utilisation de solutions dans le SaaS, donc très digital oriented, un autre est très relationnel, un autre est très orienté client, ce qui fait que ce mélange et cette réflexion autour des capacités des uns et des autres va créer de la valeur. Ensuite, je pense qu'une organisation aussi où ça marche, et c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûre, c'est les organisations qui demandent, qui donnent la parole aussi à leurs employés, qui donnent la parole à leurs collaborateurs. Et c'est ce qu'on appelle le talent brand, tu l'as dit. Et ce talent brand, en fait, c'est la perspective du talent de l'employé sur son organisation. Et ça, généralement, on n'écoute pas. On n'écoute pas parce que c'est difficile à absorber. C'est pas évident d'avoir des salariés qui nous disent, ben là, j'ai l'impression qu'au niveau managérial, eh bien, c'est pas si évident que ça. J'ai l'impression, je ne comprends pas, ou plutôt, je ne comprends pas aussi ce qu'on entend très souvent, je ne comprends pas la stratégie que l'on adopte. Parce que ça demande, au final, de se repositionner en business partner, ça demande de communiquer, ça demande de faire un effort de reconnexion. Et j'ai envie de vous dire que ce talent brand, en fait, ça va devenir un des enjeux majeurs des professionnels RH et des dirigeants d'entreprise parce qu'on a plein de plateformes maintenant qui existent, que ce soit Glassdoor, que ce soit Indeed. Je checkais ce matin Indeed pour voir s'il y avait des entreprises ivoiriennes qui étaient évaluées. Eh bien, il y en a avec justement des notes des collaborateurs, des gens qui ont travaillé dans l'organisation et qui vont évaluer le management, qui vont évaluer la culture d'entreprise, qui vont évaluer les dirigeants, qui vont évaluer la rémunération, les opportunités de développement. Ce qui fait que le système qui va et se connecter au talent et décider parce que c'est une décision, de capitaliser dessus et de l'accompagner, de dire on est dans du gagnant-gagnant. Le système qui va créer les conditions, donc une culture d'entreprise qui va favoriser l'expression aussi des talents et qui va aussi favoriser l'expression de feedback de la part de, j'allais dire du client, parce que c'est du marketing interne, mais du collaborateur, eh bien, elle a de bonnes chances, en fait, d'avoir une approche talent qui fonctionne. Et une approche talent qui fonctionne, qui soit différente des programmes que l'on faisait avant au niveau IPO, au niveau gestion des talents, management des talents, qui est souvent lié plutôt à de la gestion, à de la structure, plutôt qu'à du développement. Oui, oui, oui. Il y a un point de différenciation à faire entre talent et hypo, d'ailleurs. On est dans des enjeux, d'un côté peut-être de détection à la succession, de l'autre, on est dans des enjeux vraiment de durabilité et de mettre en œuvre des stratégies RH pour répondre, en tout cas pour accompagner la croissance stratégique, le développement stratégique de l'entreprise. Donc, c'est probablement complémentaire, mais effectivement, comme tu le dis, Swazik, il y a eu parfois il y a un peu des choses qui se mélangent et ça permet aussi peut-être justement de ne pas regarder la complexité de ce qu'on est en train de traiter sur justement proposer un cadre stimulant, durable, respectueux justement de la capacité à chacun à exprimer son et ses talents pour l'entreprise. Donc, c'est effectivement, merci pour cet éclairage. On vous propose de nous envoyer là, via le Q&A, si vous le souhaitez, ce petit indicateur sur chacun des points où se situe votre organisation sur une échelle de 1 à 10, sur l'analyse qu'a fait Swazik. Alors on peut peut-être synthétiser sur la maturité de votre entreprise à justement appréhender cette relation entre le talent du collaborateur, la culture du talent. On parle, voilà, les entreprises veulent des talents. Je veux un talent, je veux le meilleur talent, je veux les meilleurs talents du marché. Est-ce que nous-mêmes, dans les entreprises, on se pose la question, sommes-nous talentueux en tant qu'organisation? Sommes-nous une organisation talentueuse? Sommes-nous une entreprise talentueuse? Effectivement, si on l'est, et si en tout cas on cherche à l'être, on va peut-être attirer les talents, les meilleurs talents. Et donc cette analyse aussi, elle doit se faire. Et le talent brand nous renvoie de manière subjective, mais réelle, justement l'idée de savoir si on est ou on n'est pas talentueux en tant qu'organisation. Et c'est ça qui est très intéressant
dans l'analyse et la réflexion stratégique à mener auprès des ressources humaines. Donc voilà, donc pourquoi pas, si vous souhaitez nous partager, en fonction de ce qu'on a dit, hein, si vous voulez positionner votre propre organisation sur une échelle de 1 à 10, n'hésitez pas à le faire, on est preneur, on est preneur. Allez, je continue. Et on a parlé donc de l'environnement, on a parlé de l'organisation, et on va un petit peu parler de ce que l'on est, justement. On a parlé de comment l'environnement permettait ou freinait l'activation du talent, l'organisation, ce qu'elle attendait, sa perspective. Et donc finalement, tout démarre par soi-même, tout commence chez soi, et par cette capacité à connaître son domaine d'excellence. Il peut y en avoir plusieurs. Là, on simplifie. Mon super pouvoir. Alors, je demandais à Swazik, quand on préparait ce webinaire, quel était son personnage super-héros préféré. Et Swazik, tu m'as parlé de Tornade. Alors moi, j'adore les films de super-héros, de science-fiction. J'adore X-Men, notamment. Et une des héroïnes, et j'en ai plein, Emmanuel m'a vraiment coincé sur cette question. J'ai plein de modèles et j'aime beaucoup Tornade. J'aime beaucoup Tornade parce qu'elle utilise les éléments, elle peut manipuler les éléments comme elle l'entend. Et je trouve ça trop fun. Vraiment, vraiment très, très fun. Et oui, et donc Tornade et les super-héros, par définition, vous savez, ils ont ces super-pouvoirs et en fait, ils passent leurs années d'enfance à apprendre à maîtriser, donc à découvrir, à comprendre et ensuite à les maîtriser. Eh ben, c'est un peu pareil pour notre domaine d'excellence. Et une fois qu'il est détecté, qu'on le pratique, c'est donc, vous voyez la définition, c'est ce mode opératoire unique qui permet à chaque individu, par son efficacité, d'atteindre des résultats exceptionnels. Donc on a tous envie de ça. Pourtant, c'est pas facile de le reconnaître, ce domaine d'excellence. Certains le connaissent. D'ailleurs, n'hésitez pas, pareil, à nous partager si vous avez ce domaine sur lequel vous excellez et pour lequel vous éprouvez du plaisir à le faire, de la reconnaissance, de l'efficacité. Donc, ce sont tous ces éléments qui font qu'on le reconnaît comme un domaine d'excellence. Et pour autant, il n'est pas facile à identifier parce que la plupart du temps, ce qu'on fait bien, on le fait de manière automatique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a été conditionné, programmé. On ne nous a pas forcément dit que c'était un talent ou une compétence unique à développer. Et donc, ce que l'on aime faire, ce que l'on fait spontanément et ce que l'on fait bien, on le fait. On le fait. Certaines personnes le reconnaissent. C'est pour ça parfois qu'évidemment, on est recherché dans une entreprise et on se développe dans une entreprise. Mais décortiquer les éléments qui font que ce domaine est notre domaine d'excellence, c'est un sujet qui est super intéressant à mener parce que ça permet évidemment de continuer à progresser dessus. Et comme je le disais tout à l'heure, aussi à possiblement, et ça c'est vraiment intéressant pour les RH et les dirigeants d'une société, c'est de se dire que cette personne exprime son domaine d'excellence dans un périmètre qu'on lui a initialement donné. Et en fait, il serait extraordinaire de l'amener sur une autre priorité stratégique, sur un autre périmètre. Et encore une fois, tout le monde serait gagnant-gagnant puisque l'individu continuerait à se développer et l'entreprise également. Donc, ce n'est pas facile, je le répète. Et donc, on peut avoir une démarche que Perfengo a avec ses clients, c'est de se donner quelques pistes de questionnement. C'est un travail progressif, c'est un travail, il faut être patient, il faut être aussi le faire en douceur, être respectueux de soi et des autres si on aide d'autres à le faire, mais essayer de chercher justement ces zones où on est bon, ces zones où on est un peu meilleur que les autres. Ça répond en partie à une question qui nous a été posée par Michel, qui traverse des moments difficiles. Michel, tu nous dis, et tu cherches justement à identifier, j'ai l'impression, en tout cas c'est une partie de ta question, ces périmètres ou ces domaines d'excellence, ces domaines où tu peux progresser fortement parce que justement, c'est quelque chose que tu as en toi. Et donc, peut-être qu'une manière de faire, c'est de se poser ces questions-là, et notamment la question du flow. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion de flow,
qui est ce moment un peu d'extase, ce moment où tout d'un coup le temps ne compte plus, on ne voit plus le temps passer, où on est un peu dans sa bulle lorsqu'on fait quelque chose. Alors, ça vous est peut-être arrivé, hein, lorsque vous écriviez un texte, vous produisiez même un rapport, une étude, vous aviez de la donnée à synthétiser, et puis tout d'un coup, il est 16h30, vous aviez commencé à midi et vous n'êtes pas rendu compte et en fait, vous avez pris un plaisir immense à prendre cette donnée, à la synthétiser, à écrire, à mettre en place un document. Ça peut être ça. Et ça, si vous arrivez à vous reconnecter à ça, eh bien, à l'intérieur de cette action que vous avez menée, il y a sûrement des choses qui ont produit ce flow. Et peut-être que c'est l'interprétation de la donnée. Vous êtes peut-être très axé là-dessus. Et donc, ça, il ne faut surtout pas le voir comme quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de très important. Ça peut être une activité beaucoup plus manuelle, évidemment, artistique, sportive, on en a déjà parlé. Mais en tout cas, c'est ce flow où il y a à la fois beaucoup d'efficacité, du plaisir, un peu une perte de notion du temps et de l'espace. Et si on se connecte à ça, et je crois que c'est arrivé à tout le monde au moins une fois, c'est une piste qui est très intéressante. Et de la même manière, on peut se poser d'autres questions sur ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire spontanément. Il y a des réactions, des mécanismes spontanés à faire certaines choses. Et qu'est-ce que c'est que ces choses-là et finalement, elles font appel à quel type de compétences dans l'apprentissage également, qu'est-ce que vous apprenez rapidement? Qu'est-ce que vous avez tendance à retenir très facilement? Dans quel domaine? Quel type d'information? Parfois même les supports, les types de supports. On sait que le digital a éveillé à beaucoup de personnes des talents justement sur la manière de traiter l'information, la manière de capitaliser sur de l'information. Donc ça, ce sont des compétences qui nourrissent du talent. Et puis après, il y a le regard extérieur aussi qui est très intéressant pour ça, non pas pour forcément valider, mais pour encore une fois indiquer des zones du domaine d'excellence de chacun. C'est tout simplement les encouragements, les compliments, les félicitations, les appréciations positives. Il ne faut pas se déconnecter de ça. Ce n'est pas anodin. On a une culture souvent un peu de la modestie / humilité, je ne sais pas comment l'appeler, où on dit non, mais c'est pas grave, c'est mon job. Mais si vous procurez quelque chose de fort à quelqu'un en réalisant une activité, en réalisant une tâche, en réalisant une action, connectez-vous à ça. C'est des signaux qu'il faut regarder. Voilà, donc ça, c'est pour Tornade, c'est la super-héros de Swazik, c'est la maîtrise des éléments naturels, hein, si mes souvenirs sont bons. Essayez de trouver, vous, sur quoi vous avez une belle maîtrise et peut-être que c'est quelque chose qui remonte à relativement loin. C'est pour ça qu'il y a un vrai travail de relecture, d'analyse. Voilà, encore une fois, Swazik va peut-être en dire un mot, mais évidemment, vous pouvez vous faire accompagner pour ça. Et puis, encore une fois, là, on parle de soi, mais je vous parle de vous-même et de nous-mêmes parce que, en tant que manager ou en tant que professionnel RH, imaginez le job. Il devient passionnant et en même temps, il se complexifie pour trouver ces moments, pour trouver les méthodes pour amener justement nos collaborateurs à avoir envie de faire ça. Il ne s'agit pas de le faire à leur place, bien entendu, mais avoir envie de le faire et trouver l'espace dans l'organisation pour le faire. Comme l'a dit Swazik tout à l'heure, c'est un vrai enjeu et c'est sûrement un vrai challenge, un vrai défi également. Voilà pour cette partie. N'hésitez pas toujours à poser vos questions. Et Swazik, si tu veux dire un petit mot avant de passer à la suite. Exactement. Effectivement, dans les questions de Michel et de Katie sont vraiment en lien avec ce que tu viens de développer. Katie posait la question, le syndrome de l'impuissance acquise va-t-il de pair avec le syndrome de l'imposteur? Eh bien, c'est deux syndromes différents. Donc, celui de l'imposteur, c'est l'impression de pas être à sa place, l'impression de pas être exceptionnel, de pas faire quelque chose aussi bien que ça. C'est généralement lié effectivement à une normalisation de ce que l'on fait ou de ce que l'on fait bien. C'est aussi lié avec un sentiment mais en fait, on va découvrir que je suis un imposteur, on va découvrir que ce que je fais, c'est du vent. Donc, on est constamment dans cette posture d'auto-sabotage, de limitation. Ça touche, bien sûr, et c'est les études qui demandent, ça touche un peu plus les femmes que les hommes, voilà. Et
Et quand même, mais 70% de la population à travers le monde, et hommes et femmes compris, sont touchés par le syndrome de l'imposteur. Associé à ça, effectivement, et on le voit très souvent, il y a le syndrome de l'impuissance acquise. Que ce soit quand on était gamin ou quand on était en entreprise, on nous a dit oui, mais toi, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, donc jamais tu en seras capable. Et effectivement, souvent, les deux syndromes se binôment et ça fait un modèle très sympa. Associé à ces deux syndromes, on a aussi ce qu'on appelle des biais cognitifs. Les deux syndromes sont des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'ils créent une distorsion de la réalité, ils créent une distorsion en fait de notre façon d'évaluer une situation ou de nous évaluer nous, de nous assesser. Eh bien, on a ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, qui est un effet où les gens les plus compétents auront toujours l'impression d'être moins bons. Et les gens les moins compétents, ceux qui ont le moins d'expérience, eh bien, ils auront toujours l'impression d'être excellents. C'est assez marrant. Ce qui fait que quand on est dans une recherche d'expression, et ça répond en partie à la question de Michel, quand on est dans une volonté d'expression de son talent, de ses talents, de ses capacités, et je vous assure qu'on en a tous, voilà, on en a tous, eh bien, à un moment, il faut aussi être capable d'identifier ce qui, dans notre tête, nous fait bugger, ce qui nous empêche en fait de passer à l'action, de pratiquer. Parce qu'au final, un talent, c'est comme un don. Voilà, c'est comme un don. C'est une chose que vous avez soit que vous avez depuis très longtemps, ou c'est une chose que vous avez acquis aussi parce que vous avez expérimenté quelque chose de différent. Eh bien, ce don ou ce talent, ben, il va falloir le pratiquer. Et très souvent, on ne pratique pas quelque chose. Le bug le plus souvent, en tout cas que je retrouve, celui que je retrouve le plus souvent, c'est le manque de pratique. Un talent, une compétence, c'est comme un muscle, ça doit se pratiquer, se pratiquer, se pratiquer. Et quand on décide d'être discipliné, quand on décide de se mettre en action, eh bien, on a des bonnes chances que ce talent prenne un niveau exceptionnel. On a également, et c'est en lien avec ces biais cognitifs, ça va demander donc d'identifier nos croyances limitantes, d'identifier tout ce qui nous empêche de pratiquer, tout ce qui nous empêche de dire aux autres et de montrer au monde qu'on est capable de faire telle chose et qu'on est capable de très bien le faire. Est-ce que c'est est-ce qu'on veut toujours être parfait? La perfection n'existe pas. Est-ce qu'on veut toujours donner l'impression d'être fort? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit oui, mais de toute façon, je ne compte pas? Il faut identifier tout ce dialogue interne qu'on se crée et petit à petit déconstruire ça et se dire de toute façon, j'ai pas le choix, j'y vais. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de m'épanouir dans ma vie, dans mon job. Donc, je passe à l'action. Et donc, à un moment, il faut débrancher le cerveau et passer par le corps, agir, 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 pratiquer. Et il faut s'exercer. On n'a aucun talent n'est exceptionnel au début. Voilà, on peut avoir une appétence pour quelque chose. Il faut avoir conscience qu'on progresse, qu'on doit progresser. Au début, bah, c'est peut-être pas génial, mais petit à petit, ça devient meilleur jusqu'à ce que ça devienne exceptionnel. Et je crois que c'est un des chemins possibles. Donc, on calme son mental, on travaille sur sur nos croyances limitantes, donc tout ce qui est syndrome de l'impuissance acquise, le syndrome de l'imposteur. On s'entoure de personnes positives, des personnes qui vont nous dire bah, c'est génial, tu peux le faire, tu vas y arriver, mais de personnes qui vont aussi être objectives et nous dire bah, là, tu risques un peu de te planter, peut-être que tu devrais faire comme ci et comme ça, parce que je pense qu'on a besoin tous de feedback. Et ensuite, on pratique, on pratique, on pratique, on s'exerce. En entreprise, le mécanisme est le même. Vous avez un talent, vous comprenez Excel. Je prends une solution, un truc très très bateau comme Excel. Eh bien, si on ne pratique pas Excel pendant un peu tous les jours, on va oublier toutes les formules, on va oublier tout ce que ça implique. Voilà, voilà. Merci, coach. Non, merci beaucoup, Swazik. Tu as synthétisé, avant qu'on passe à la dernière étape de notre webinaire, tu as vraiment synthétisé cette première approche qu'on voulait vous partager, que nous, on vit. En tout cas, c'est vraiment le focus de notre réflexion, à savoir cette approche systémique. Vous vous souvenez de cette première slide, hein, l'articulation entre le talent, l'environnement, l'organisation. Et donc, Swazik a synthétisé cela. Quelle que soit la perspective que l'on prenne, on se replace dans cette articulation. Et donc, certes, on est toujours, qu'on soit du point de vue de l'organisation, de l'environnement, que ce soit la famille, le réseau social, etc., ou soi-même. Voilà, chaque entité a sa dynamique propre
Mais évidemment, le résultat de l'activation du talent, ça va être le résultat des dynamiques réunies. Et donc, Sozik l'a très bien dit, hein, s'entourer des personnes, trouver les bons moments, créer les conditions. Vous vous souvenez, ça c'est l'environnement. Donc, soit on l'a subi d'une certaine manière, on continue à le subir, et puis il faut surtout aussi les choisir, les personnes, choisir les moments, choisir l'environnement. En organisation, c'est pareil, c'est un peu plus évidemment, et c'est là le sujet, c'est là où c'est intéressant évidemment, parce que c'est un système d'entreprise, et donc ça demande de l'énergie, de la force de conviction, des stratégies d'influence. Et c'est pour ça que c'est fun de bosser dans une boîte, c'est pour ça que c'est fun d'être dans une entreprise. Et donc, on est bien sur des niveaux, ces niveaux-là, lorsqu'on parle de talent et de culture de talent, et pas simplement de je recrute, j'ai un programme pour les intégrer, les talents. Non, non, on est bien dans un sujet extrêmement stratégique et qui va prendre de plus en plus de place et d'importance au regard de ce qui se passe aujourd'hui autour de nous dans le monde entier. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce premier élément. Je crois qu'il y a un point qui est super important et dont on doit avoir conscience, c'est que c'est pas que le talent se fait rare. Souvent, on parle de guerre des talents et certains talents, effectivement, sont plus ciblés que d'autres. C'est évident. On est dans une phase d'hyper-digitalisation des organisations. On a besoin on a à la fois une complexité et en même temps une recherche de simplicité, de simplification qui est c'est vraiment le mot d'ordre en ce moment. Voilà. On veut rendre des choses complexes beaucoup plus simples pour faire en sorte que on puisse les mettre sur le marché et les vendre. Euh, il y a un point dont je me rends compte, moi, c'est que les organisations ne sont pas préparées à regarder d'autres talents à l'extérieur. Et un talent qu'on ne décèle pas, c'est un talent qu'on a perdu et c'est un talent qu'on ne va pas recruter parce que la concurrence est très, très rude. Voilà, on n'a pas maintenant un secteur d'activité où vous n'avez pas des super compétiteurs. Et des super compétiteurs, ça ne veut pas dire des gros compétiteurs, ça veut dire aussi des startups, ça veut dire des organisations moins de taille moins importante, qui ont moins de budget a priori, mais qui vont faire toute la différence parce qu'elles vont décider, et c'est en lien avec le retour que Check fait, elles vont décider d'avoir une politique de valorisation, d'attraction. Elles vont mettre en place, et de façon très très simple, voilà, des cartographies des métiers. Elles vont cette fameuse GPEC, elles vont l'imaginer autrement. Je crois que pendant aussi très longtemps, on a complexifié ce que c'était qu'une cartographie des métiers ou une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. Ça commence par des petites choses. OK, qu'est-ce que je veux? À quelles questions je veux répondre? Quelles sont les missions que l'on veut porter? Quels sont les besoins de nos clients? Enchaînement parfait. Et donc, comment est-ce qu'on amène justement les personnes avec lesquelles on travaille à pouvoir absorber cette mission, absorber ces enjeux, absorber le sens en fait aussi de pourquoi on travaille ensemble, de pourquoi on crée de la valeur ensemble. Merci Swazik, et tu as commencé à répondre à la question de Cheikh Koulibaly. Merci Cheikh pour cette question et cette contribution sur le déploiement de la GPEC qui peine à se faire, sur la politique de valorisation des talents qui n'existe pas. Et tu dis par exemple être jeune d'âge est un handicap pour assurer des responsabilités et des fonctions. Tout ça est réel et merci de le partager. Et donc c'est pour ça que là on bascule encore. J'espère que vous avez encore un quart d'heure à nous consacrer. Et donc, on veut vous partager cette matrice d'analyse du talent chez Perfengo qui n'est pas révolutionnaire, mais voilà, qui a le mérite de poser trois dimensions qu'il faut regarder et qu'il faut regarder évidemment, je le répète, c'est important, dans le prisme de ce qu'on a développé jusqu'à maintenant. Donc, encore une fois, cette approche systémique. À chaque fois, elle est là, cette approche. On ne peut pas s'en défaire. Pour autant, à un moment donné, effectivement, un individu ou un groupe d'individus, on va regarder les compétences techniques et le rapport, évidemment, de la compétence à la fonction et à la mission recherchée, les compétences transversales, les soft skills, et puis, très important pour nous, la troisième dimension, le potentiel de progression. Et donc, pour nous, c'est vraiment ces trois dimensions-là sur lesquelles on réfléchit, avec une première dimension qui est évidemment liée à l'apprentissage et à l'expérience. Et donc, ça, c'est quelque chose que je pense que tout le monde appréhende relativement bien, avec les stratégies de vérification, entre guillemets,
ou le cadre qui nous permet de nous assurer que effectivement quelqu'un fait quelque chose, qu'il le fait bien, qu'il sait le faire par rapport à des standards, par rapport à des normes, et donc par rapport à un apprentissage et à des expériences. Encore faut-il à ça ajouter évidemment le fait qu'il ait beaucoup de plaisir à le faire, mais vous allez voir, c'est ce qu'on retrouve dans la troisième dimension en fait, sur le potentiel de progression. Ensuite, il y a les soft skills dont Perfengo est spécialiste. Et donc là, on va vous montrer en toute fin de ce webinaire, c'est la détection de ces compétences transversales, aussi la détection et du point de vue RH et de l'organisation, le choix et la construction d'un référentiel de compétences dont on a besoin, et donc de comprendre si ces compétences transversales, elles sont alimentées par la motivation, l'envie, et donc est-ce qu'elles sont au cœur du talent de l'individu? Est-ce qu'elles vont nourrir le talent de l'individu, ces compétences transversales? Parce que si on lui demande de les exprimer, de les pratiquer, et qu'elles sont dans des zones d'effort ou dans des zones très, très, très compliquées pour l'individu en termes d'expression, et il faut le savoir. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de travailler avec cette personne, mais il faut le savoir. Et donc, pour ça, on est là. En tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous passionne. Donc, détection, évidemment, la pratique, ce que disait Swazik. Je peux dire que je suis très empathique, je peux dire que j'aime communiquer, je peux dire que je suis un team player, je peux dire que je suis très orienté résultat, je peux dire que j'ai une capacité de prise de décision importante. Pour autant, si je ne décide pas de regarder, de m'observer et de demander à d'autres d'observer réellement la mise en pratique de ces choses-là, non seulement je ne saurai pas réellement, ça restera peut-être du déclaratif, et puis surtout, je ne progresserai pas dessus. Et une fois que ça, c'est à la fois exprimé, pratiqué et reconnu, à ce moment-là, je vais le valoriser et je vais dire qu'effectivement, j'ai une vraie valeur ajoutée sur ces domaines précis. Et la troisième dimension, Swazik, c'est le potentiel de progression. Et donc, c'est cette capacité à s'interroger et que d'autres nous aident à nous interroger sur l'attitude qu'on a vers soi, l'attitude vers les autres et l'attitude vers l'organisation. Est-ce que tu veux dire deux mots là-dessus, Swazik? Oui, je pense que en fait, rien n'est figé, tu l'as dit tout à l'heure, tout est dynamique et vraiment, en tant que professionnel, on doit intégrer la dimension de progression et donc de nourrir, en fait, de nourrir le talent et, et de nourrir le collaborateur dans cette démarche d'expression de ses potentiels. Et pour moi, c'est pas un processus, en fait, unilatéral où l'organisation crée obligatoirement toutes les conditions pour que ça marche. En fait, pour que ça marche, il faut être deux. Il faut que la personne, elle décide effectivement d'avoir une approche positive vis-à-vis de soi. J'ai des personnes j'ai des feedbacks des fois de gens qui me disent oui, mais l'organisation ne me forme pas. Pour moi, c'est une excuse c'est un prétexte plus qu'une vraie raison. Je pense qu'à un moment, si on veut vraiment se développer, si on veut vraiment croître, à mettre en place un programme d'auto-développement, d'auto-formation, même d'auto-coaching. On va aller voir ailleurs. C'est vrai que sur notre environnement, sous nos latitudes en Afrique, on a souvent moins l'habitude. On a souvent moins l'habitude d'aller voir un coach ou soi-même de s'auto-former parce que c'est pas parce qu'on nous a jamais dit que c'était vraiment possible. Mais là maintenant c'est évident qu'il faut y aller. Donc on peut s'inscrire sur Coursera, sur E2X, on peut s'inscrire sur il y a plein de plateformes de coaching qui nous permettent d'apprendre, de croître. On a aussi cette dimension psychologique, on l'a dit, avec les syndromes de l'imposteur, le syndrome de l'impuissance acquise, avec l'effet de Kruger, qu'on doit nettoyer. À côté de ça, je pense que un talent qui ne se relationne pas, c'est du gâchis. Voilà, donc l'attitude vers les autres. Comment est-ce que je fais profiter les autres, donc mon équipe, du talent? Ça, c'est une question à se poser et des deux parties, autant du point de vue du talent que du point de vue de l'organisation. Comment faire en sorte pour faciliter, pourquoi pas la transmission de savoir, pourquoi le transfert de compétences, le transfert de talent? Comment faire en sorte aussi pour que ce talent soit vu, soit reconnu par l'organisation? Et donc, pourquoi pas ne pas monter des projets spécifiques, des projets particuliers où ce talent va être impliqué. En tout cas, il y a cette dimension à construire. Et enfin, l'attitude vers l'organisation, vers la marque. Pour moi,
pour que le processus soit vraiment gagnant-gagnant, on doit avoir une attitude respectueuse dans les deux sens. Donc, l'organisation respecte son collaborateur et le collaborateur respecte son organisation. Et donc, à un moment, on a conscience du rythme de l'organisation, on a conscience aussi du rythme du collaborateur et on essaie de se synchroniser. Ce qui fait que toute cette approche, elle va nourrir la marque, elle va nourrir la marque employeur, elle va nourrir la marque commerciale, elle va nourrir l'organisation, elle va nous permettre de redéfinir certains processus, de redéfinir aussi l'usage et la façon d'utiliser des outils, certains outils. Ça va nous permettre au final de grandir. Et quand on arrive à grandir ensemble, je pense qu'on a plus de chances effectivement d'aller loin et de créer plus de valeur. Vraiment. Excellent. Je vous rappelle, et Soisic, merci beaucoup encore une fois, et je vous rappelle ce qu'on a dit au tout début sur l'étude de l'Institut Gallup. Et donc, les personnes qui utilisent leurs forces et talents au quotidien ont trois fois plus de chances de juger leur qualité de vie excellente, 6 fois plus de chances de s'engager. C'est pour ça que j'y pensais, de s'engager dans leur travail. Et donc là, cette dernière dimension, elle est vraiment, nous, on en fait l'expérience tous les jours, cette notion d'engagement. Et donc, amener les gens à exprimer cette attitude vers les autres et vers l'organisation, rien n'est évident. Et donc, associer cette étape-là aux autres étapes sur les compétences transversales et techniques est de plus en plus puissant pour comprendre comment justement l'individu va vouloir développer et les attentes que l'individu va avoir pour développer ses talents. Et donc, encore une fois, le bonheur, entre guillemets, d'y être et surtout l'efficacité. Donc voilà 3 dimensions. On est tout à fait prêt à explorer ça davantage avec vous au cas par cas. C'est une matrice qui est simple d'abord et à l'intérieur de laquelle évidemment on peut prioriser, on peut construire. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va parler. Alors d'abord, il est 12h05. On est un petit peu en retard, comme souvent, parce qu'on est bavard et on aime être avec vous. On aime ce moment. Donc, on va essayer de boucler en 15 minutes. Pour ceux qui peuvent rester avec nous, on vous remercie du temps que vous nous donnez. Et donc, on va avancer justement en isolant cette partie soft skill, compétences transversales, et vous montrer que Perfengo, nous avons décidé… Alors, attendez, je regarde si j'arrive à passer à la slide suivante. C'est parfait, voilà. Et donc, on a choisi, au regard de l'environnement dans lequel on est, au regard localement, régionalement, mondialement même, et de ce que les entreprises attendent. Alors, évidemment, hein, tout ça est très adaptable et subjectif, mais à un moment donné, il faut une entrée. Et donc, notre entrée à nous, elle est de se dire que sur la dimension des soft skills, des compétences transversales, on souhaite identifier, pardon, chez les individus avec qui on va travailler. Et je m'excuse parce que je vois une petite faute sur le mot adaptabilité, qui est la première compétence transversale. On veut voir comment l'adaptabilité, cette compétence comportementale, s'exprime chez un individu et s'exprime dans le talent d'un individu. Et donc, on va vouloir savoir si l'individu va pouvoir développer, mettre un focus en tout cas, sur cette capacité d'adaptation, d'agilité, lorsqu'il va intégrer notre système, notre organisation. Et du coup, on en revient toujours à la même démarche. Est-ce que notre système et notre organisation, elle permet à l'individu justement d'exprimer cette adaptabilité? On est toujours dans cet aller-retour. Et donc, avec cette démarche, on identifie l'intelligence émotionnelle également, la gestion de la complexité, l'engagement, l'esprit d'équipe. Ce sont 5 compétences clés en ce qui nous concerne, puisées parmi, et vous avez sûrement accès à plein de référentiels qui définissent justement ces compétences comportementales. Mais à un moment donné, il faut savoir identifier celles qui sont prioritaires et à partir desquelles on va vouloir mesurer finalement l'expression du talent d'un individu et mesurer la capacité et le cadre que l'on propose justement à ce que l'individu puisse se développer et exprimer ses compétences comportementales. Donc là, on est dans le dur, on est dans le réel, et pour ça, évidemment, il faut savoir le définir. Et donc, pour chaque compétence, on vous aide à justement mieux définir ce que c'est. Alors, prenons l'adaptabilité, capacité à s'adapter aisément à des situations ou des environnements nouveaux et changeants. C'est une compétence qui
implique les caractéristiques suivantes: savoir improviser face à l'imprévu, ouverture à la nouveauté, tolérance à l'incertitude. Et puis, vous pouvez générer des questions, évidemment, lors d'un entretien, que ce soit du recrutement, que ce soit du développement de compétences, de la mobilité, aider plutôt, accompagner l'individu à contextualiser des moments où il a fait preuve, où il a exprimé cette notion d'adaptabilité. Et donc, comme ça, évidemment, mieux comprendre, et on en revient aux éléments précédents, dans quelle mesure il le fait spontanément, dans quelle mesure il le fait avec effort ou plaisir, dans quelle mesure il a eu des retours dans son parcours professionnel et personnel sur ce sujet de l'agilité. Voilà, et donc des compliments. Et donc, vous voyez, vous pouvez construire comme ça quelque chose qui est évidemment riche et qui va vous permettre, vous, d'analyser avec plus d'éléments comment cet individu se positionne par rapport à ce besoin que vous avez. Et est-ce qu'il a priori, est-ce que ça fait partie des talents qu'il n'exprime pas suffisamment et qu'il peut exprimer davantage. Donc, on a cette même démarche sur l'intelligence émotionnelle, on a cette même démarche sur la gestion de la complexité. On vous enverra la proposition, bien évidemment, le replay. Donc, vous pourrez regarder l'engagement également. L'engagement, on en a parlé tout à l'heure, hein, tendance d'un individu à être capable de contribuer et d'aller au-delà de ce qui est attendu. Il s'agit d'une compétence qui exprime l'intensité avec laquelle on va souhaiter s'attacher et s'identifier à une entreprise, une certaine pugnacité, une ténacité, une persistance dans des projets à moyen et long terme, malgré des résultats parfois qui ne sont pas immédiats ou qui sont différés. Et ça, on est tous, en le lisant, je me projette moi-même dans ma réalité d'entrepreneur. Un soin porté au choix de l'entreprise, une légère vigilance quant aux promesses faites par l'employeur. Vous voyez aussi là, en choisissant des personnes qui ont cette notion d'engagement, ça veut dire que soi-même, on se met dans une situation où on va devoir être très attentif à ce que l'on propose et à la manière dont l'individu, justement, peut exprimer cet engagement. Rien n'est automatique, rien n'est évident. Donc voilà 5 compétences clés qui nous intéressent. Et la dernière, d'ailleurs, c'est l'esprit d'équipe. Donc toujours avec le même processus de définition, de chercher à comprendre dans quel périmètre elle s'exprime, et puis justement contextualiser, aider la personne à comprendre dans quel état, dans quelle situation, dans quel moment elle a pu exprimer cet esprit d'équipe pour qu'elle conscientise et se dise mais oui, mais en fait ça, c'est quelque chose que j'aime faire, que je fais régulièrement sans le savoir, et donc je dois le développer. Et moi, mon deal à moi, c'est évidemment d'identifier ça pour me dire, bah, c'est bon, j'ai une personne qui, dans ses talents, dans son talent, a cette notion d'esprit d'équipe et on va pouvoir avancer rapidement. Des histoires de talent à partager. Alors, Swazik, est-ce que tu veux en quelques mots peut-être prendre une de nos expériences, une de tes expériences pour justement incarner, illustrer ce que l'on vient de dire? Ok. En fait, je vais en profiter pour répondre à la question de Alassane, je crois. Alassaz, pardon. Alassaz. Donc, que faire si on ne sait pas comment démontrer ses talents? Eh bien, c'est une question pas évidente du tout. Et je vais vous partager deux cas, deux cas, façon de parler, en tout cas deux expériences que j'ai eues avec des clients dans le premier cadre, un programme de succession. Voilà, un plan de succession, et j'ai trouvé ça génial. Et donc, c'est une femme, donc Stéphanie, je change les prénoms. Donc Stéphanie, quand même, dans le secteur des telcos. Stéphanie, elle est assez marrante parce que Stéphanie, elle est senior manager dans une belle organisation et elle est chargée du recouvrement, elle a un super poste au niveau de la finance. Et ni finance ni commercial. Et ce qui s'est passé, je vous partage, c'est qu'en fait, Stéphanie a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Et une des choses qui a découlé en fait du programme, avant que l'on commence le programme de coaching, en fait, Stéphanie était bloquée dans sa relation, notamment manager-manager, avec sa manager, avec son manager et avec ses managers. Et elle se retrouvait dans une posture où justement elle avait l'impression qu'elle devait tout faire, tout porter et super pompier.
Donc, très, très, très opérationnel. L'une des façons, justement, de montrer son talent et d'exprimer son talent, parce que lorsqu'on est très opérationnel, lorsqu'on fait à la place d'eux, eh bien, on ne démontre plus ses talents. On devient juste des opérateurs. Eh bien, le but du jeu, c'est de commencer à lâcher prise et c'est de s'assurer que d'amener les autres à faire ce qu'ils doivent faire. Et donc, souvent, on se retrouve dans des entreprises où le N fait le travail du N-1, qui fait le travail du N-2. Le N+1 fait le travail du N parce qu'en fait, on a ce focus hyper opérationnel et on développe plus de sens stratégique. On commence petit à petit à se perdre dans les urgences, dans les organisations. Pour Stéphanie, ça a été simple. Il a fallu réorganiser. On a retravaillé sur tous les processus. On a mis à plat tous les processus en identifiant ce qui buguait, là où ça coinçait, et en mettant en place des solutions justement pour fluidifier le travail et fluidifier la communication et la circulation de l'information entre les membres de l'équipe. Ne serait-ce que ça, et on a rajouté d'autres choses, notamment enrichir sa culture business, enrichir sa culture aussi transversale, les autres activités, aussi plus de connexion clients en mettant en place en fait des chat rooms avec les clients. Et bien sûr, il a permis de démontrer tout son talent, tous ses talents en fait, en tout cas de sortir de cette prison de l'hyper-opérationnalisation pour aller vers plus de stratégie, plus de chefs d'orchestre. Ça a fait un truc très simple, c'est-à-dire que on a gagné plus 60% de performance au niveau du recouvrement, par exemple, et en plein Covid. Le talent doit, en organisation, produire des résultats concrets et tangibles. Comment démontrer ces talents? Eh bien, c'est quand je fais ce que je dois faire et quand je le fais bien, eh bien, il y a des résultats. Et je dois donc avoir une approche analytique. Capter, donc, identifier, traiter ces résultats, voir comment est-ce qu'ils évoluent en fonction de différents critères, en fonction de différents indicateurs. Et donc, c'est une façon très concrète et très simple de montrer qu'on a contribué à l'évolution, bien sûr, du système, à la croissance du système, et bien sûr, en utilisant son talent. Donc ça, c'est génial. Je pense aussi à une autre personne dans l'agribusiness qui vraiment, vraiment très talentueux et qui, justement, il a fallu pour cette personne, donc pour exprimer son talent plus que le démontrer parce qu'il avait été identifié comme un super successeur. Il a fallu tout simplement canaliser justement son talent et l'utiliser à bon escient. Pourquoi est-ce que très souvent on ne voit pas le talent chez l'autre? C'est parce qu'en fait, il est noyé sous plein d'informations, il est noyé sous plein d'actions qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Et donc là, il s'agit, pour démontrer son talent, pour montrer son talent, pour mieux l'exprimer, d'identifier justement comment le talent sera le mieux utilisé à l'instant T. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va utiliser ce talent pour résoudre des problématiques très concrètes, très pratiques et en même temps très, très, très stratégiques, justement, pour justement faire en sorte que tout le monde grandisse, que l'équipe grandisse, que l'organisation grandisse et que l'on grandisse ensemble. Et je crois que c'est les deux exemples que je voulais vous partager. C'est qu'au final, en ayant une approche à la fois très structurée, très orientée résultat, très analytique, eh bien, on arrive justement à démontrer son talent. On arrive surtout à démontrer que ce talent est utile pour l'organisation parce que c'est ce qui compte, l'utilité du talent. En quoi c'est utile? Eh bien voilà, c'est utile parce que j'ai réussi à produire telle chose, telle chose, telle chose. En quoi le talent de cette personne, de ce collègue va être utile à l'organisation? Parce qu'il nous a permis de résoudre telle problématique, il nous a permis d'être plus créatifs, de réduire les temps, par exemple, de traitement de certaines demandes, il nous a permis d'être mieux connectés aux clients, etc., etc. Et quand on a ce dialogue avec les dirigeants, justement très clair, avec des indicateurs clés, avec l'évaluation des contributions, eh bien, on a des bonnes chances que ce talent se soit reconnu, on a des bonnes chances aussi que la culture de l'organisation évolue. Et c'est l'enjeu des RH, c'est intégrer et des professionnels RH et des dirigeants, c'est intégrer dans leur boîte à outils des indicateurs transversaux qui vont démontrer au final qu'eux-mêmes contribuent par leurs pratiques et leurs actions, notamment de développement des talents, de développement des capacités, développement des soft skills, à justement créer de la valeur. Ça se mesure, ça se calcule, il y a des outils, et donc il faut se les approprier. Voilà ce que je voulais partager. Non, c'est top, c'est top, c'est top.
Oui, merci et beaucoup pour pratique. ces deux exemples, Swazik. Et en fait, je me rends compte, encore une fois, je reviens à cette première slide sur l'Institut, sur l'étude de l'Institut Gallup et Stéphanie et Sébastien, ce processus que tu as mené avec eux, je m'en souviens. Évidemment qu'il y a eu beaucoup d'efficacité, beaucoup de résultats professionnels, mais il y a aussi une qualité de vie qui s'est améliorée. J'ai souvenir de ça. Oui, Et donc, en fait, cette étude-là se valide complètement dans cette expérience que tu as eue dans l'accompagnement de Stéphanie et Sébastien, parce que qualité de vie excellente, l'engagement plus productif et même moins susceptible de démissionner. On était dans des environnements très stressogènes, dans des environnements pressurisants, avec des bugs de management. Et encore une fois, c'est pas entre guillemets, on retrouve ça partout. Il ne faut pas dramatiser. Pour autant, je crois que cet accompagnement et donc le fait de mieux reconnaître ses forces et ses talents dans ce cas de figure a fidélisé l'un et l'autre à son organisation. Et donc le bénéfice est extrêmement direct pour l'organisation. Une autre chose, c'est que ces deux personnes, pour démarrer l'accompagnement, on les a justement, on les a assessées et donc on a pu poser des hypothèses sur ce qu'elles exprimaient ou ce qu'elles exprimaient moins. Et ce sont les 5 compétences que je vous ai présentées tout à l'heure. Eh bien, on les répertorie et on les identifie à travers un référentiel de compétences qui apparaît devant vous et qui est celui avec lequel on travaille beaucoup. Et on retrouve des compétences dans la sphère de l'influence, de la décision, de l'efficacité, de l'agilité, de la coopération. Et donc, on peut, en démarrant un travail d'accompagnement avec un manager, un individu, ou avec même dans un processus de recrutement avec un candidat, on peut commencer par cartographier. Et tout à l'heure, il y a eu cette remarque sur comment cartographier. Alors, c'était les métiers. En l'occurrence, là, c'est les compétences pour savoir quelle piste on va prendre d'évaluation, d'accompagnement, de questionnement par rapport évidemment à ce que nous on recherche. Donc nos 5 compétences qu'on a présentées tout à l'heure, on est allé les pêcher, les puiser à l'intérieur de cette grande sphère de compétences. Et ensuite, à travers un de nos outils, on peut créer comme ça un référentiel sur mesure. Donc, vous voyez, on retrouve ici dans les indispensables, on retrouve par exemple la compétence engagement. Vous la voyez, c'est une des compétences que nous, on a sélectionné tout à l'heure. Et on peut comme ça sélectionner un certain nombre de compétences. Et à travers cette solution que l'on aime beaucoup, qu'on vous a déjà présentée pour ceux ou très rapidement pour ceux qui nous suivent, on peut ensuite organiser une campagne de passation d'assessment pour des individus ciblés, encore une fois en interne, en externe, et pour avoir des résultats extrêmement lisibles et parlants pour chaque individu sur la couverture justement qu'il a des compétences que l'on recherche. Et donc, à partir de là, évidemment, le travail ne fait que démarrer puisqu'il y a toute cette démarche de questionnement dont on parle depuis le début, aussi de mise en perspective par rapport à l'environnement, l'organisation. Et donc, on a un point de départ qui est objectif pour comparer même les profils entre eux et pouvoir justement avoir une démarche riche vers la détection et l'accompagnement du développement du talent de l'individu. Et pour soi-même, évidemment, on est toujours en miroir. Je vous parle à vous qui nous suivez et vous en tant que professionnel et vous aussi en tant que, pour la plupart d'entre vous, responsable et professionnel RH. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que tout ça, ça se mesurait, qu'il y a une réflexion sur l'approche, il y a une réflexion sociale de la chose. Vous avez vu qu'on est allé chercher dans les sphères de votre environnement familial, de votre environnement social, évidemment dans l'organisation, qu'ensuite il y a une démarche personnelle à mener, et puis que tout ça peut être accompagné par des professionnels, et puis par encore une fois, des solutions. Et voilà. Et là, je vous propose de retenir une date. On vous enverra une invitation, mais on serait très heureux, après ce webinaire, de vous présenter un petit peu mieux notre outil de détection de talent, justement, le WeSuggest. Et donc, le jeudi 15 juillet, à 11 h, à la même heure que ce webinaire, le jeudi 15 juillet, on vous enverra les invitations. Mais vous êtes les très bienvenus pour qu'on fasse 1 heure de démonstration extrêmement concrète et précise pour découvrir justement la mise en pratique de ce qu'on a exposé aujourd'hui. Et puis pour ceux qui sont intéressés, on sera très heureux, vous qui nous suivez, de vous faire des offres préférentielles pour l'utilisation de cet outil. Mais quoi qu'il en soit, dès à présent,
jeudi 15 juillet 2021. On prend rendez-vous et on se retrouvera pour explorer tout cet univers. Je reviens sur l'univers des compétences, elles sont là et c'est passionnant. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Voilà, merci, c'est la dernière étape. C'est absolument génial. Vous êtes encore nombreux à nous suivre et on est toujours très reconnaissant de cela. Alors malheureusement, on a eu un petit bug sur la vidéo de Swazik aujourd'hui, sauf si Swazik n'a pas voulu se montrer, mais je ne crois pas que ce soit ça le cas. Non, On a eu un c'est pas petit ça. bug, c'est ça? Exactement. Bon. Exactement. C'est pas bien grave. Non, mais merci mille fois, Swazik, pour tes éclairages et tes expériences partagées. C'est toujours très enrichissant. Encore une fois, je vous remercie tous du fond du cœur, très sincèrement, de nous suivre. On sait que on est tous et que vous êtes très sollicités. Vous avez décidé de nous suivre et ça donne vraiment ça nous donne du cœur et ça nous donne c'est des encouragements à continuer ce que l'on fait. On espère qu'on vous a été utile, que on vous a apporté des informations qui vous ouvrent à d'autres perspectives. On n'a pas la prétention de donner des réponses immédiates. On a plutôt la prétention d'ouvrir et de donner envie voilà, d'adopter de nouveaux comportements, de nouvelles approches et d'aller vers de nouveaux outils. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Swazik, merci beaucoup. Je te donne la parole pour peut-être dire au revoir également. Merci beaucoup pour vos questions. Merci Fofana pour ton feedback. Merci à vous pour votre brillante présentation. C'est super. Comme l'a dit Emmanuel, on ouvre le sujet, on ouvre le débat. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez un besoin de précision, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Perfango et l'équipe de Smart Matrix. On est vraiment à votre écoute. Si vous voulez poursuivre l'échange et avoir plus d'informations sur aussi la dimension analytique, la dimension pratique en fait et structurelle de ce sujet autour du talent, contactez-nous. On est là pour vous et c'est fun de construire, des organisations où les personnes s'épanouissent. Ça fait chaud au cœur. On se sent important, utile. C'est top. On vous souhaite une très bonne. Merci, Tchèque. Ouais, merci Swazik, merci à tous. On vous souhaite une très bonne après-midi et à très très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Le 15 juillet, ça c'est sûr. On vous envoie les invitations et on vous fera une belle démo. Vous allez voir, ce sont des outils passionnants. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde. Belle journée.